Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Alors, notre sujet, Jean-Yves, il est assez lourd, il est assez compact. C'est celui du débat de jeudi dernier opposant Éric Zemmour à Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les deux jouteurs qui se sont affrontés sur les ondes, c'est la cellule de fact-checking. Fact-checking. Alors d'abord, c'est un anglicisme. Les vérificateurs ou les prétendus vérificateurs. Voilà. De l'information. De l'information. Prétendus vérificateurs, vrais désinformateurs, on va le voir par toute une série d'exemples. Et c'est très important parce que dans toute l'année qui vient, avec les élections présidentielles, les journalistes vont vouloir prendre la main, affirmer leur pouvoir et dire « nous détenons la vérité ». Et évidemment, la vérité sera toujours plutôt du côté du politiquement correct que du côté du politiquement incorrect. Faux vérificateurs, vrais désinformateurs, on va le voir. Alors, pour ceux qui veulent se pencher un petit peu sur le sujet, parce qu'il est assez fastidieux, il y a un article assez concis de Logim qui explique un petit peu toute cette affaire. On va revenir point par point, à peu près sur chaque vérification que la cellule de fact-checking a effectuée, et vous allez nous dire la vérité, Jean-Yves. Oh, la vérité, non. Je vais donner un point de vue. Il n'y a pas de vérité, il y a des points de vue opposés. Après, qui peuvent être plus ou moins conformes avec les faits. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Par contre, je prétends détenir un point de vue qui mérite à tout le moins d'être confronté à d'autres points de vue. Sur les agressions notamment, Éric Zemmour disait qu'il y avait 1000 agressions par jour en France. La cellule de fact-checking a dit non, c'est faux, il y en a environ 700. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, 700 000, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Ensuite, donc le fact-checking, là, est d'assez mauvaise foi. C'est parce que quand vous parlez, c'est toujours un chiffre prononcé et toujours moins précis qu'un chiffre écrit. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'ils ont pris l'année 2020, qui est une année où il y a eu beaucoup de confinement et donc, effectivement, moins d'agressions. Oui, c'est sur 2021... ils auraient trouvé exactement le chiffre de Zemmour. Et puis après, tout dépend du périmètre. Puisque, effectivement, dans le périmètre pris par Zemmour et pris par les vérificateurs, c'est en gros 700 en 2020 et 900 en 2021. Mais il peut y avoir un périmètre plus large qu'a utilisé le Figaro, d'ailleurs, intégrant d'autres violences que les seules violences prise en compte dans le premier cas, et on arrive à 2000 agressions par jour. Voilà. Sur le premier trimestre 2021 Sur le premier trimestre 2021, voilà. Donc, en gros, oui, Zemmour a raison. Après, on peut toujours trouver un chiffre avec un périmètre différent ou une année différente qui va donner un résultat un peu différent. L'ordre de grandeur est juste, et c'est ça qui compte. Oui, d'ailleurs, le chiffre du Figaro, dans un article de juillet 2021, donne un nombre, du coup, 2 fois plus élevé que celui de Zemmour. 2000 agressions, absolument. Donc, on a 700, on a 1000, on a 2000. C'est difficile à dire, ça dépend du périmètre, comme vous l'avez dit. Ça dépend du périmètre. Ce qui est sûr, c'est que c'est en augmentation constante depuis 30 ans. Ouais, Figaro note, par exemple. C'est ça qui est très important. Les agressions contre les personnes ont été multipliées, je vais donner un chiffre à vérifier, là, en l'occurrence, mais ont été multipliées de l'ordre de 3 en 30 ans. Voilà. Éric Zemmour n'a pas été repris que sur le chiffre des agressions, Jean-Yves. Ils se sont aussi attaqués à son chiffre sur l'immigration. Donc selon Zemmour, la France comptera 2 millions d'immigrés supplémentaires sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Et donc BFM TV répond, eh bien non, c'est faux. D'après le démographe Hervé Lebras, il y aura entre 850 000 et 1 million d'immigrés en plus en France en 5 ans. Alors là aussi, tout dépend comment on calcule. Zemmour prend le nombre d'entrées constatées pendant une année. Le nombre d'entrées constatées pendant une année, c'est entre 400 ou 450 000. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de double compte et puis qu'il peut y avoir aussi des retours. Mais à contrario, il y a pas, on ne compte pas les clandestins, puisque par définition, on ne les constate pas. Donc l'ordre de grandeur, encore une fois, est juste. En tout cas, il est plus près, les 2 millions sont plus près de la réalité qu'on pourra constater à la fin du quinquennat de Macron que de 850 000 ou 1 million d'Hervé Lebras. Alors, Hervé Lebras, c'est très intéressant. D'abord, pourquoi on fait appel à Hervé Lebras ? Parce que c'est un démographe qui sort du politiquement correct depuis 50 ans. Mais on ne donne pas la parole, par exemple, à Madame Tribala, qui est aussi une démographe de l'INED, qui a des thèses un peu différentes de celles de M. Lebras. Elle n'est pratiquement jamais invitée. Elle avait déjà, d'ailleurs, épinglé Hervé Lebras sur ses erreurs et ses lacunes méthodologiques dans ses études. Et donc, il y avait eu une sorte de dispute un petit peu collégiale, académique. On pourrait dire finalement BFM TV est malhonnête d'inviter Hervé Lebras ou de prendre les chiffres d'Hervé Lebras et de ne pas prendre ceux de Michel Tribala. Et là, on est devant justement la partialité de la cellule. C'est qu'on prend les chiffres qui nous intéressent. Absolument. Et on prend Lebras à un succès médiatique depuis 50 ans, précisément parce qu'il donne des chiffres qu'on attend de lui. Je vais vous donner un exemple. Il avait eu le prix Lysenko par le Club de l'Horloge il y a 30 ans. Lysenko, c'est un pseudo-savant soviétique qui expliquait que la génétique ne comptait pas parce que c'était contraire au marxisme. Voilà. Donc, une démarche purement idéologique. Eh bien, si vous voulez, il y a 30 ans déjà, Lebras s'était fait remarquer en disant l'immigration est stable. 2, il n'y a pas de chute du taux de fécondité en France. Il a expliqué ça jusque dans les années 85-90. D'accord. Aujourd'hui, on sait que ces deux choses sont fausses. Oui. Mais c'est précisément parce que Lebras s'est fait connaître par ses erreurs, ses mensonges, qu'il continue d'être invité. Puisqu'il ment dans le sens du politiquement correct, il est extrêmement utile. Mais alors et lui-même ment pour être invité. Puisque s'il disait des choses exactes, il aurait moins de chances d'être invité. Mais alors justement, sur le sujet de l'immigration, on avait eu un article du Figaro également, qui date de mi-septembre. La France aura-t-elle accueilli 2 millions d'étrangers de plus à la fin du quinquennat Macron ? Et en fait, dans l'article, la réponse est oui. Ils font état, bien sûr, du double compte que vous avez mentionné. Donc, il me semble que le double compte, c'est... si vous voulez, vous comptez, par exemple, sur une année, en gros, dans les 400 000, il y a 270 000. Là, je parle sur les chiffres 2019. Il y a 270 000 qui ont des titres de séjour. Et il y a 160 000, toujours 2019, qui demandent le droit d'asile. Alors, là où il y a un peu de double compte, c'est que dans les 270 000... il y a 30 000 à peu près, entre 30 et 40 000 personnes qui ont un titre de séjour au titre du droit d'asile et qui étaient rentrés l'année d'avant. Donc c'est là qu'on peut parler de double compte. Il y a un peu de double compte, bien sûr. Oui. Mais par contre, les clandestins, qui sont quand même en nombre très important, puisqu'on estime, le Parlement estime entre 150 000 et 400 000 le nombre des clandestins sur la Seine-Saint-Denis. Et donc ceux-là, on les compte pas. Les clandestins, on peut dire qu'il y en a une partie qui est dans les demandeurs d'asile, mais il y en a certains qui vont jusqu'en Angleterre, etc., qui ne sont pas du tout comptabilisés. Absolument, absolument. Ouais. Et alors, Hervé Lebras, si vous devez retenir quelque chose de ce monsieur, c'est une citation de 2017 chez France Culture. « Ce grand remplacement est particulièrement utile à l'humanité et au progrès ». Ça dit tout un petit peu sur l'idéologie du personnage. Ah bah tout à fait, c'est-à-dire que, le grand remplacement n'existe pas, et c'est un fantasme complotiste que d'en parler, mais s'il existe, alors c'est un truc formidable. Voilà, ça n'existe pas, mais c'est parfait. Ben oui, c'est ça. Et ça, ils sont classiques du genre. Hein. C'est la même rengaine depuis plusieurs années, Jean-Yves. Alors, sur la question du gaz, c'est cette fois Jean-Luc Mélenchon qui a été épinglé, et je pense que c'est la vérification la plus absurde de toutes. La vérif, alors selon Jean-Luc Mélenchon, des Français ont passé l'hiver dans le noir.
BFM TV répond « C'est faux, puisque la loi interdit aux fournisseurs d'énergie de couper le courant pendant la trêve hivernale. » Bah oui, la loi interdit le meurtre aussi, donc il n'y a pas de meurtre. Voilà. C'est la même idée. C'est la même idée. C'est voilà. pas parce que la loi interdit quelque chose que ça ne se produit pas dans la réalité. Non, et là, en l'occurrence, Mélenchon a raison, puisqu'il y a des coupures d'électricité. Souvent, d'ailleurs, juste avant la trêve hivernale, et donc, une fois que la coupure a été faite quelques jours avant la trêve hivernale, elle dure pendant la trêve hivernale. Donc bon, voilà, il a raison de dire ça. Alors après, on peut dire, les gens ont qu'à mieux s'organiser, ils ont qu'à payer leur électricité. Bon, peut-être. Oui, mais s'ils sont dans la précarité extrême, c'est qu'ils n'ont pas de courant, quoi, voilà. Ou ils peuvent ne pas avoir de courant ou de gaz ou que sais-je encore. Pendant au moins une partie de la trêve, si c'est déclenché avant, par exemple. Mais alors, un article du Parisien faisait état de coupures d'énergie, même pendant la trêve hivernale. BFM TV, en fait, fait sa vérification. Alors, on comprend, c'est en direct. Ils sont obligés de vérifier en même temps que les interlocuteurs exposent leur point de vue et leurs chiffres. Mais alors, c'est un travail complètement bâclé. Ah oui, mais alors, évidemment, vous allez dire, ils sont directs. Ils étaient 10 dans la cellule. 10 avec des gens qui avaient des contacts extérieurs. Donc avec les experts, donc etc. avec l'expert, M. Lebras, par exemple, sur un autre sujet, on avait dû lui dire il faut que vous payiez Zemmour ce soir, restez au téléphone. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y en a une dizaine, et en plus avec des pseudopodes, des contacts extérieurs. Donc voilà, simplement, ils étaient là pour casser Zemmour et aussi pour casser Mélenchon, pas sous le même angle. Oui. On va passer à la question de la fraude qui a été traitée également. Je vous propose d'abord de comparer le fact-check de BFM avec une de leurs émissions tournée 5 jours plus tôt. Chers spectateurs, afin de publier cette vidéo sur la chaîne officielle de TV Liberté, certains extraits vidéo ont dû être supprimés. Je vous remercie pour votre compréhension. Dans cet extrait, la vérificatrice reprend Éric Zemmour sur l'estimation de la fraude sociale de Charles Prats, 45 milliards d'euros par an. Elle argue que seul 1 milliard de fraude est constaté par la Cour des comptes chaque année. Oui, alors au fond, c'est assez simple. La fausse vérificatrice de BFM TV dit il y a 1 milliard. 1 milliard. Donc c'est 50 fois moins que ce que disait Zemmour. 50 fois moins que ce que disait Zemmour. Sauf que BFM TV a expliqué dans un assez long reportage que la fraude sociale était estimée entre 15, 14 oui. et 45 milliards. Bon. Alors, comment on explique la différence de chiffre ? C'est très simple. Le milliard, c'est la fraude qui a été constatée et dont la sécurité sociale a demandé le remboursement. Et le chiffre de 14 à 45 ou 50 milliards, c'est l'estimation à la fois d'une commission parlementaire. On voit à l'écran un parlementaire centriste, quand même pas un bouteur de feu, et l'estimation de la Cour des comptes. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'il y ait une différence entre la fraude constatée et dont on demande le remboursement et l'estimation générale. C'est pareil pour la fraude fiscale. Si vous regardez sur la fraude fiscale en France, vous allez voir qu'elle est estimée à 171 milliards, et que la fraude dont on obtient le remboursement, ou dont on cherche le remboursement, c'est 7,8 milliards. C'est-à-dire à peu près le même écart. C'est une fraction. C'est une très petite fraction, sachant qu'en l'occurrence, l'administration des finances est plus efficace que l'administration de la sécurité sociale. Donc voilà, c'est un vrai sujet, et Charles Prats, qui a fait un livre très touffu, bien sûr, parce que c'est une analyse complexe. Charles Prats explique qu'il y a 400 000 cartes de sécurité sociale chaque année qui sont distribuées à des gens nés à l'étranger. Voilà, donc ça fait partie du topo général. D'ailleurs, il a repris du coup les vérificateurs, les faux vérificateurs et vrais désinformateurs sur Twitter en disant que BFM TV ferait mieux finalement de regarder ses propres émissions avant de... Oui, là c'est assez drôle. C'est tout à fait. Et d'ailleurs, drôle. Ça n'a pas ennuyé que Charles Prats. Au bout d'un moment, Zemmour a dit bon, stop, et on regarde la vidéo tout de suite. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que le ridicule est pour vous.
Vous devriez lire le livre de Charles Prats pour comprendre à quel point vous vous êtes couverte de ridicule ce soir. La vérificatrice lui demande d'expliquer le calcul de Prats. Voilà. Alors, je crois que Zemmour répond bien de deux manières. D'abord, il ne peut pas décrire la comptabilité de Charles Prats. Il lui faut 10 minutes. Il faudrait 10 minutes ou un quart d'heure. On ne résume pas. Et même, c'est très difficile de résumer ce genre de livre. Donc, il renvoie à la source, ce qui est la bonne démarche. Après tout, les gens n'ont qu'à trouver le livre. Voilà. Il est tout à fait argumenté. Après, Et puis, on peut contester il la attaque source quand il après. dit « vous êtes ridicule ». Il réaffirme, au fond, le pouvoir du politique qu'il est en train de devenir. Quand il débat avec Mélenchon, il est sur le champ politique. Le politique qu'il est en train de devenir, il renvoie dans ses buts, dans leur but, la classe médiatique qui prétend imposer sa vérité, son logiciel, sa doxa aux hommes politiques. Il a raison. Alors, certaines personnes peuvent trouver, il est quand même brutal, il lui dit « vous êtes ridicule », mais c'est une excellente contre-offensive, objectivement justifiée, parce que c'est une lutte de pouvoir. Bah, c'est les médias qui essayent de se mettre au-dessus du politique et de dicter le débat. Ça marche depuis 30 ans. Hein. Ça marche depuis 30 ans, simplement. Ah oui, mais là, la logique est encore plus poussée. Aussi bien, d'ailleurs, alors on va être objectif, aussi bien Zemmour que Mélenchon, d'ailleurs, ils dénoncent cette logique-là. Hein, ils veulent reprendre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Zemmour et Mélenchon ont fait un score extraordinaire, puisqu'ils partaient de 300 000 spectateurs sur BFM, ils sont montés à 4 millions, parce qu'ils avaient des choses à dire et qu'ils s'affirmaient, à la fois l'un contre l'autre, mais aussi l'un et l'autre contre la classe médiatique, alors que Mme Pécresse et M. Darmanin, qui ont parlé au même moment sur France 2, ils partaient de 5 millions de spectateurs, le JT de France 2, ils ont réussi à descendre à 1 million. Donc c'est quand même absolument... ça, c'est très significatif. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme de discours politique qui n'est plus audible, qui n'imprime plus. On passe tout de suite à la petite vérification simpliste de TF1 sur le sujet du grand remplacement. Dans le cadre d'une vérification sur le grand remplacement, TF1 donne la parole à Patrick Simon. Son discours est simple, le taux de natalité des étrangères est comparable à celui des autochtones. Alors, ce démographe, qui se présente comme tel, est un menteur. C'est un propagandiste menteur. Et je pèse mes mots parce qu'il peut faire un procès en diffamation s'il le veut. Nous apporterons les preuves. Pourquoi il ment ? Il dit la fécondité pour les descendants d'immigrés est approximativement la même que pour le reste de la population. C'est faux. Alors je vais vous dire, la fécondité moyenne en France est autour de 1,7, 1,8 enfants par femme. C'est une moyenne entre, d'un côté, une population étrangère qui a un taux de fécondité très élevé, 2,73, et particulièrement élevé pour les femmes maghrébines, algériennes, tunisiennes, marocaines, de 3,5. Je ne parle pas des africaines, c'est encore plus élevé, des africaines noires, et de 3 pour les Turcs. Donc, on a une très forte surfécondité des immigrés extra-européens. Pour les descendants d'immigrés, ce personnage nous dit c'est 2,02. La réalité, c'est que c'est 2,02. Alors, là aussi, d'abord 2,02, c'est plus que la moyenne générale de 1,8. On dirait pas, mais c'est déjà conséquent. Mais surtout, dans ces 2,02, il y a l'immigration européenne, portugaise par exemple, qui est à peu près la même, voire moindre que la fécondité des Français de souche et d'origine, et la fécondité des descendants d'immigrés maghrébins ou africains qui est plus élevée. Donc ce 2,02 est évidemment plus élevé. J'ajoute un dernier point. Là, le chiffre pour les Français d'origine, à partir de ce moment où il y a des fécondités de 2,73
pour les étrangers, de 2,02 pour les descendants d'immigrés, il n'est pas de 1,8, il est de 1,4, 1,5. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a un écart plus que significatif. Voilà. Et donc, ce personnage est un propagandiste, c'est un menteur. Je pense qu'il espère faire la même carrière que Lebras, en se faisant inviter dans les médias pour présenter de manière pseudo-scientifique des mensonges. Retenez bien son nom, je crois que c'est Philippe Simon. Philippe Simon. Philippe Simon fera une grande carrière médiatique, car c'est un grand menteur. Il fait grand désinformateur. Il fait ses premières armes. Mais avec un sujet, donc la fécondité, qui est assez peu maîtrisé, dont on ne parle pas énormément. On parle beaucoup plus des nombres d'entrées et de sorties pour l'immigration. On ne parle pas de la fécondité, qui est le véritable enjeu démographique. Vous allez d'ailleurs, si vous allez dans une maternité à Paris ou en Île-de-France, vous verrez, vous n'avez même pas besoin de statistiques, vous verrez que les 2/3 ou les 3/4 des enfants ne sont pas, les nouveau-nés, ne sont pas d'origine européenne. Voilà, ça vous pouvez le constater dès visu. C'est comme le dit Renaud Camus, le grand remplacement n'est pas une théorie, c'est un constat. Et ce constat, on n'a pas besoin de chiffres pour le faire, mais les chiffres le confirment. Les chiffres le confirment. Autre vérification un petit peu frauduleuse, malhonnête, c'est celle des propos de Jordan Bardella qui disait finalement « Un tiers des immigrés occupent des logements sociaux ». France Inter revient là-dessus en disant que finalement, alors c'est vrai, mais il faut remettre ça en perspective parce que ça ne peut pas témoigner d'une véritable préférence étrangère. C'était les propos de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Jean-Yves ? D'abord, Jordan Bardella a eu raison de dire cela. Je pense qu'il aurait même pu aller un petit peu plus loin, parce que quand on dit un tiers immigrés, là aussi, ça mélange les pommes et les poires, puisqu'il y a 15% chez les immigrés d'origine européenne, espagnole, portugaise, on y revient, et 50% chez les Maghrébins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est 50% chez les Maghrébins, mais ça reste 48% chez les descendants d'immigrés maghrébins. Donc ça reste stable. Il y a les mêmes tendances. Est-ce que c'est une préférence étrangère ? Oui, c'est une préférence étrangère de fait, notamment parce que les familles plus nombreuses, on retrouve le sujet de tout à l'heure, les familles plus nombreuses accèdent plus facilement au logement HLM. C'est pas seulement une préférence étrangère de fait. Je crois que c'est aussi la conséquence du white flight. Ce qu'on appelle le white flight aux États-Unis, c'est-à-dire la fuite des Blancs, la fuite des Européens. C'est-à-dire que comme la vie, pour beaucoup d'Européens, devient difficile dans les quartiers HLM à forte immigration, ils partent. Alors une nouvelle sur les vérificateurs qui semble être peut-être la plus pernicieuse et la plus choquante de tous. C'est Julien Pain qui explique sur Twitter « C'est parti pour le Tour de France de vrai ou fake. Je vais me rendre toute l'année dans des collèges et lycées pour parler intox et désinformation. Un projet qu'on monte avec l'UMNI-FR et le Clémy, ici, premier tournage à Pau. » Alors le Clémy, c'est l'agence de l'éducation nationale qui s'occupe d'initier les élèves aux médias. Vous voyez bien dans quel sens. Et Julien Pain est un grand propagandiste du service public, qui est bien connu des services d'immédiat. Il avait fait notamment du fact-checking sur le grand remplacement. Donc vous voyez dans quel esprit il va le faire. C'est de la propagande. Alors, la propagande est en train d'ailleurs de prendre une place supplémentaire, puisque Macron a décidé de mettre en place une cellule de contrôle de la vérité, le ministère de la vérité, en fait, un peu comme Orwell, avec un sociologue, Bronner, qui devra lutter contre les fausses nouvelles, donc promouvoir la vérité, et où il y a d'ailleurs un des spécialistes de l'extrême gauche dans la dénonciation des soi-disant complots, Rudi Reichstadt, pardon, je vais reprendre. Et il y a d'ailleurs
dans ce comité, dans ce ministère de la vérité, un des spécialistes de la lutte, entre guillemets, contre le complotisme velu de l'extrême gauche, Rudi Reichstadt. Et donc, on va avoir un système. Alors, c'est pas neutre. C'est que Macron veut contrôler l'information pour l'élection présidentielle. Voilà. Il met en place son dispositif orwellien, et on voit bien ce qui se met en place avec le fact-checking sur BFM TV qu'on a vu dans le débat Macron, dans le débat Zemmour-Mélenchon, est tout à fait typique de cela. Et dans les écoles, Jean-Yves. Et dans les écoles, il faut prendre les petits tout de suite. C'est-à-dire que vous avez exposé à quel point le travail des fact-checkers était bâclé, malhonnête, mauvais. Et maintenant, ça arrive dans les écoles. Oui, et dans les écoles, pour que les enfants disent à leurs parents, comme dans tout bon régime totalitaire, le contrôle de la famille se fait par les enfants, et le contrôle des enfants se fait par l'école, et bien c'est ce qu'on est en train de monter. Voilà.